De quoi on parle dans cette troisième table ronde, donc de maroquinerie. Alors, j'avais eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais comme on a un peu un public qui peut circuler, à la différence de la cristallerie, à la différence du pôle soie, qui, on l'a compris, donc est situé autour de Lyon, les maroquineries, elles sont distribuées sur l'ensemble du territoire. Il peut y en avoir dans les Ardennes, en Normandie, vers le sud de la France. Donc c'est vraiment là, il y a beaucoup de richesses, je veux dire aussi, de patrimoine qu'on découvre, de régions. Donc Vassilis et Bérangère n'ont pas été dans la même maroquinerie, sauf si je dis une bêtise, hein, mais normalement, ce n'était pas le cas. Et donc les maroquineries, elles nous permettent aussi de voyager dans le territoire et d'aller à la découverte de plein d'univers différents. Le slideshow, c'est-à-dire la série d'images, elle a été faite en sorte qu'on parle d'abord de Vassilis, n'y voyez absolument pas une goujaterie de ma part. On aurait dû donner d'abord la parole à Bérangère, mais c'est pas grave, elle se rattrapera après. Je vais donc d'abord te donner la parole, Vassilis. On va apprendre le même principe. Qui était ton parrain ou ta marraine? Où tu étais? Quand tu y étais? Et puis après, on va parler un peu plus de ce que tu y as fait, si tu veux bien. Donc, j'étais en 2018 à la maroquinerie de Normandie et ma marraine, c'est Isabelle Cornaro, qui est une artiste. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu y as fait? qu'est-ce que j'y ai fait? Donc, on a la particularité de la maroquinerie de Normandie à l'époque où j'y étais, et même aujourd'hui, c'est qu'il y a une école de formation d'artisans pour les maroquiniers et qui était extrêmement actif et qui l'est toujours et que je puis suivre. Et donc, du coup, j'ai eu comment dire, une plongée dans la matière vraiment dès le départ très technique, très aptique et vraiment du côté des artisans. Et ce qui a fait que j'ai abordé la question du cuir, le matériel, vraiment pas seulement en tant qu'objet fini ou matière première, mais vraiment comme outil. Et enfin, quelque chose qui est matière à travailler. Et ça a donné vraiment une direction à ma réflexion. Parce que le cuir est vraiment un champ de tension, on va dire. C'est-à-dire qu'entre les qualités de la matière première et ce qu'on a envie d'y faire, c'est vraiment un vrai espace discursif, on va dire, entre le matériel et l'artisan. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui a dirigé ma pensée. Donc, je décris la pièce ou... Si tu veux, je fais juste une petite parenthèse parce que ce que tu disais au début est intéressant à signaler. Tu as bénéficié en fait d'un programme de formation de nouveaux artisans en fait, hein, d'artisans qui venaient d'être recrutés. Oui. Je parle sous le contrôle de Julie et des personnes de la fondation, mais c'est vrai que je sais que les nouvelles manufactures notamment recrutent des artisans. Et pour ça, ils vont aller chercher autour de la manufacture, dans la région, hein, et on passe un certain nombre de tests. Ça dure plusieurs semaines, et puis au fil de ces semaines, c'est pas vraiment une compétition, mais ne reste que ceux qui ont maîtrise vraiment ou qui ont une capacité à devenir artisans. Et donc, c'est ouvert à un public très très large, je crois. Il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier, à ma connaissance. Enfin, je m'avance peut-être. Mais ils ont une formation, c'est ça? Oui. Et donc, c'est une chose à savoir. Hein. Chaque fois qu'ouvre une manufacture sur le territoire français, en fait, beaucoup des gens de la région peuvent candidater pour rentrer dans la manufacture. Donc toi, tu as suivi de force ce cursus qui t'a fait coudre, comprendre des éléments de vocabulaire du cuir, j'imagine. C'est une chance parce qu'effectivement, ça peut ne pas du tout... tu peux ne pas être synchronisé avec un moment de formation, quoi. Ah oui, non, non, absolument. C'était une très, très grande chance. Et encore une fois, c'est ça qui a donné forme. Parce qu'il faut dire que même sur les plans artistiques, c'est une particularité vraiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres résidences d'artistes qui ont ces caractéristiques de ne pas avoir un projet. C'est-à-dire qu'on y va et il y a ce temps d'immersion, on va dire, qui est préalable à la conception du projet. C'est pas lié seulement à l'espace, c'est lié vraiment à la découverte de l'artisanat, enfin de la matière, mais aussi du travail des artisans.
et qui est aussi, voilà, il y a la question qui n'a pas été évoquée encore dans la discussion de la particularité du rapport de l'art et de l'artisanat en France, qui contrairement au Royaume-Uni ou dans d'autres pays où il y a une tradition de arts and crafts et des rapprochements, chez nous, c'est quelque chose qui n'a pas... c'est vraiment deux voies assez distinctes. Et donc, du coup, ça permet d'aborder non seulement la matière et la technique, mais c'est aussi le mode de travail des uns et des autres. Et donc, c'est aussi une rencontre de deux formes de travail et donc une éducation de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en sortant de cette résidence, j'avais appris, ma manière de travailler avait été aussi renseigné de cette expérience, même si c'est pas les cuirs en lui-même. Alors, si on suit un peu le flot des images, pour rentrer dans le vif du sujet de cette résidence en Normandie, qu'est-ce qu'on te voit faire là? Qu'est-ce que tu fais à ce moment précis sur cette image? Donc là, c'était vraiment le choix de la matière, la découverte parce qu'il y a les cuirs, on dit les cuirs, mais il y a des cuirs, il y a différents cuirs avec différentes caractéristiques. Et là, c'est le cuir qu'on avait choisi, qui était le box, qui est un peu le cuir le plus classique, on va dire, qu'on va utiliser dans la petite maroquinerie. Sauf avec la particularité que c'est un très très grand morceau sur lequel j'ai voulu travailler, parce qu'il y avait donc l'idée, c'était de pouvoir conserver dans ces morceaux de cuir, de garder l'espace géométrique, c'est-à-dire les trapèzes, parce que c'est un trapèze. Si on enlève tout ce qui peut pas être utilisé, on finit avec un trapèze, d'avoir le trapèze le plus grand possible pour avoir finalement un objet qui est à l'échelle du corps humain, pour pouvoir avoir une projection. Parce que, en fait, ce qui a initié le projet, c'était le rapport entre le matériel lui-même, c'est-à-dire quelque chose de vivant qui a les caractéristiques de l'animal lui-même, et les motifs. Comment les grains de la peau, tous ces caractéristiques qui sont absolument uniques à chaque être vivant, devient motif. Et comment est-ce qu'on négocie entre les deux? Parce que je parlais de cette tension, en fait, entre le matériel et le travail de l'artisan. C'est-à-dire, on prend quelque chose qui est absolument unique et qui doit le rester, et en même temps, on essaye de les traiter d'une telle manière, et ça, c'est un métier. Par exemple, c'est lui pour un sac, la personne qui va choisir sur un morceau de cuir les morceaux à découper, et la manière de les agencer en plaçant chaque poche, chaque élément, c'est tout un métier pour arriver à quelque chose qui est finalement un motif, où on ne ressent pas les changements qui sont tout à fait naturels, évidemment, parce que notre peau n'est pas un imprimé, c'est quelque chose qui change, et donc on prend ça et on essaye de les rendre harmonieux. Et donc, ma réflexion a commencé par ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de quelque chose de vivant, de quelque chose d'unique qui a une biographie, qui est un être vivant, et comment est-ce qu'on passe de ça au motif. Et donc, d'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, il y avait la question de la peinture, parce que j'ai découvert qu'en maroquinerie, il y avait aussi de la peinture, la teinture, mais qui est une réflexion vraiment picturale et qui est très proche de la réflexion des peintres, qui n'est pas sur la surface du cuir lui-même, mais qui est sur les bords, sur les tranches. La manière qu'on lisse, on colorie, on teinte les tranches, il y a une vraie réflexion picturale, déjà au niveau du design, mais aussi techniquement de la part de la maroquinier, qui est, on va dire, très précise et très, très, très savante. D'ailleurs, on m'a dit, en discutant avec les artisans à la maroquinerie de Normandie, on m'a dit qu'on n'a pas besoin de savoir les créateurs d'un objet en cuir, ni son prix. On peut le voir tout de suite par le travail de la teinture, de très loin. Si on n'a pas approché à une vitrine, on voit tout de suite, de loin, la qualité du travail. Donc c'est vraiment une technique extrêmement savante. Et donc la question, c'était de prendre cette technique, qui est une technique littéralement marginale,
et la déployer sur la surface, mais la surface dissimulée, parce que le cuir, il y a deux surfaces, il y a la fleur de la peau qu'on voit, et puis il y a la chair qu'on dissimule, qu'on double avec un autre morceau de cuir ou un tissu. Et moi, je voulais utiliser cette surface, la peindre pour finir à un objet qui est un objet sculptural, dans le sens où on verra les deux faces en même temps, la face fleur et la face chair qui devient la face peinture, en utilisant cette technique. Et donc, pour la question de la peinture, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on trouve en peinture, dans l'histoire de la peinture, un motif qui devient, enfin, un élément pictural qui est utilisé pour la représentation d'un individu spécifique et qui peut être déployé en motif, comme pour la question du grain de la peau. Et donc, j'ai pris, là on voit d'ailleurs, voilà, j'ai pris ce geste qui est un geste très très simple, qui devient répétitif, qui est en fait, si on veut représenter une chevelure, la chute d'une chevelure, il y a une technique, on va dire, très très simple où il utilise une sorte d'homothétie entre l'outil, qui est le poil du pinceau, qui deviennent, avec une certaine technique, le poil de la chevelure. Et donc, en prenant ce geste, qui est une courbe très simple, qui pourrait faire partie d'un portrait, et en le déployant sur la totalité de la surface, c'est devenu, voilà, un motif. Donc, il y avait cette sorte de rencontre, un motif animal d'un côté, qui était le motif réel de la peau, et de l'autre côté, un motif humain, qui était ce geste répétitif de la chevelure et qui se déploie dans la longueur de la peau. Voilà. Alors, ce motif, tu l'as ancré dans une histoire, puisque la pièce de Vassilis, pour la situer, elle est assez proche de nous, première à gauche quand vous rentrez dans l'exposition. Quand vous allez franchir la première rangée, elle est là, juste à gauche. C'est une œuvre, je dirais, à la fois entre peinture et sculpture, puisque c'est une sorte de bas-relief. Donc, on l'a compris, sur un seul morceau de peau. Pour résumer ce que tu disais, donc Vassilis a pris le plus grand morceau qu'il pouvait découper, le plus grand morceau géométrique qui pouvait être découpé dans une peau, dans le box, hein, dans cette grande peau. Sauf que tu n'as pas fait une peinture à plat. Tu as fait ta forme, la forme du cuir épouse la forme de cette chevelure. Tu as à la fois, on a les deux côtés du cuir qui sont présentés. Oui, voilà. Et donc ça faisait partie de la réflexion dans la conception de cette pièce, où il s'agissait d'une peinture avec une déperdition, c'est-à-dire qu'il avait de fait une partie de la peinture qui allait disparaître, et aussi une peinture en volume, c'est-à-dire qu'il y avait un geste qui est fait à plat, comme on voit sur cette image, et qui va être cylindrique, enfin, en tout cas, voilà, qui va créer deux arrondis, parce que il va se plier de part et d'autre pour qu'il puisse négocier visuellement avec le cuir et que les deux surfaces soient visibles en même temps. Et en fait, ça crée une sorte d'effet qu'on pourrait appeler un trompe-l'œil, parce que la courbe vient d'un côté et de l'autre, et ça crée finalement une forme qui se suit, alors qu'elle a été faite en deux moments différents. Parce que c'est tout simplement lié à la facilité du geste, parce qu'il y a des gestes qu'on peut faire et qui sont naturels, notamment ces gestes-là. Par contre, celui-ci, il est absolument pas naturel, il est très très compliqué à faire. Et donc, si on prend ces gestes et on renverse les cuirs, finalement, quand les deux vont se rencontrer, ils vont créer cette continuité, un geste qui est continu, mais qu'en fait, il a été coupé en deux, quoi. Il a été fait en deux moments différents. Alors, je vais essayer de trouver l'image qui peut figurer pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'exposition. Voilà. Là, c'est un peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce cuir qui était mis à plat et que tu es venu donc replier sur ses côtés. Et ce geste peint, qui est ce geste de chevelure que tu décris, donc on comprend, il traverse toute la peau du cuir
et on en voit à la fois on le voit à la fois sur une face, il passe derrière et puis on récupère de l'autre côté. Un peu comme une chevelure qui tomberait devant nous, comme des grands cheveux qui seraient devant nous, mais aussi presque comme si on les voyait du dessus. Enfin, il y a plusieurs points de vue pour moi, une espèce de point de vue assez complet quoi, sur cette chevelure. Cette chevelure, c'est pas une anecdote, c'est une histoire, la pièce s'appelle La chevelure de Bérénice. Est-ce que tu peux nous expliquer cette légende, cet élément de la mythologie qui est intéressant pour comprendre ton œuvre? Donc voilà, la pièce s'appelle Bérénice Box. Bérénice Box, pardon. Et le nom de Bérénice vient justement parce que c'est un épisode mythologique où on a ce passage du motif animal, du motif de la pilosité animale, on va dire, de la chevelure animale, vers la chevelure humaine. Et Bérénice était l'épouse de Ptolémée, l'empereur d'Alexandrie, qui était laissé, c'était un des généraux d'Alexandre le Grand. Il avait été laissé dans le passage d'Alexandre vers l'Inde, à diriger Alexandrie. Et quand lui, il était parti à la guerre, sa femme avait promis que si son époux revenait vivant de la guerre, elle allait offrir sa chevelure à la déesse, qui était Aphrodite, dans cette ville. Et donc, quand Ptolémée est revenu vivant, elle a en effet coupé ses cheveux et les a offerts au temple. Et le lendemain matin, la chevelure avait disparu. Et Ptolémée était furieux. Il a tout de suite ordonné la fermeture de la ville en disant que il faut absolument arrêter le coupable de ce vol. Et les soupçons étaient de plus en plus pesants, surtout envers les prêtres, qui étaient ceux qui étaient responsables du temple, donc de la disparition de la chevelure. Et au bout d'un moment, l'astronome de la cour, qui était aussi très ami des prêtres, parce qu'à l'époque, les scientifiques et les prêtres faisaient le même métier, regardaient le ciel, a rassuré l'empereur, disant ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de vol. En réalité, c'était la déesse qui était tellement contente de l'offrande de l'impératrice qu'elle a tout de suite récupéré la chevelure et l'a amenée avec elle aux cieux. Regardez, cette constellation, c'est la chevelure de Bérénice. En lui montrant ce qu'on appelait jusqu'alors la queue de la constellation du lion. Donc, il a renommé la queue du lion en chevelure de Bérénice pour sauver la vie de ses amis, les prêtres. Et depuis, on parle de la chevelure de Bérénice, qui était cette offrande de l'impératrice. Et donc, c'est un passage mythologique de l'animal, du motif animal au motif humain. Et c'est la deuxième fois, d'ailleurs, je me rends compte, dans la même après-midi, un passage d'un niveau stellaire à un niveau très concret du matériel. Voilà. Après la soie, c'est aussi le cuir. Absolument. Merci Vassitz. J'espère avoir l'occasion là de rééchanger et de peut-être redonner quelques éléments plus techniques, peut-être sur la fabrication de ta pièce. Mais il faut qu'on a deux artistes, donc on va donner la parole à Bérengère. On est dans un tout autre univers. Bérengère, là, on n'est pas vraiment sur la mythologie, on est plutôt sur des choses assez concrètes. Hein. Il y a une sirène quand même. C'est vrai, il y a une sirène. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, si vous l'avez vu, vous voyez tout à fait de quoi Bérengère parle. Alors, petite introduction rapide. Ta résidence, c'était en quelle année? En 2020. En 2020. À quel endroit? La maroquinerie de l'Allan, à Allenjoie, en Franche-Comté, près de Montbéliard. Et ta marraine? Françoise Petrovic. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as, après ta période d'immersion, je la rappelle, les artistes sont en période d'immersion, comme le disait Vassilis, sans idée préconçue. Et en revenant de cette période d'immersion, tu as eu l'idée de réaliser une œuvre installation, je dirais, qui est à la fois sculpture, mais presque un environnement, un petit environnement, qui renvoie à un moment précis de nos vies. Qui est la fin de la fête. La fin de la fête. Exactement. Pardon. Donc, oui, après ma période d'immersion où j'ai découvert complètement le cuir, on m'a montré la maroquinerie, on m'a montré les différents cuirs qui étaient travaillés. Et en l'occurrence, il y en avait beaucoup. Il y avait du veau, de la vache, de la chèvre, de l'agneau, du crocodile, de l'alligator et même de l'autruche.
Et chacun avec ses spécificités, effectivement. Chaque animal a évidemment une peau particulière, chaque individu. Après, Vassilis s'est plus intéressé aux individus parce qu'il a travaillé vraiment avec une grosse pièce, donc on peut voir tout. Mais enfin bon, voilà. Donc les cuirs, c'est très particulier. Et je suis partie de cette période-là avec... Oui, l'envie de travailler avec le cuir, évidemment. Mais j'ai eu très vite, parce qu'il fallait que je réfléchisse à quoi faire, et très vite est venue l'idée d'un napperon en cuir marketé, avec une tache de vin marketée dessus. Donc voilà. Et de là a découlé la suite. Voilà, on le voit là, en cours de fabrication. Effectivement. Et ensuite, pour aller avec ce napperon, est venu tout le reste de la fête. Donc un paquet de chips, des confettis, des serpentins. Voilà. Et puis une guirlande de fanion. Et puis finalement, j'ai aussi voulu faire une grosse boule à facettes, parce que c'est vraiment l'emblème de la fête. Et en même temps, je trouvais ça très beau qu'une boule à facettes puisse être réalisée en cuir, parce que le cuir a une matité naturelle. Et je trouvais ça très beau qu'on regarde, que la boule à facettes devienne l'objet qu'on regarde, plutôt que les effets qu'elle produit sur les murs en reflétant la lumière. Je me disais que si cette fois on pouvait rendre à cet objet qui est très beau, en fait, même une vraie, avec tous les reflets, ben voilà, j'ai recréé les reflets en cuir, en dessin, en marqueterie, avec plein de couleurs, et comme ça, elle devient vraiment très belle. Et en même temps, si pendant la fête, on en est amené à regarder la boule à facettes, c'est un peu qu'on est sorti de l'ambiance. Donc la boule à facettes s'appelle aussi Mélancolie. Donc c'est un peu un état entre deux, comme ça, c'est la fête, mais c'est la fin de la fête, il n'y a plus de chips. Et en plus, on a le napperon est taché. Donc, il faudra s'expliquer avec la grand-mère. Et puis la boule à facettes, voilà, nous a sortis de la fête. Et après, la sirène, c'est un autoportrait en carpe. Alors, attends, je vais le montrer. Vous allez le retrouver dans l'exposition. Vous ne pourrez pas le rater, parce que si vous passez à proximité, il devrait s'animer. Voilà. Donc, effectivement, c'est un poisson... c'est un objet qui existe dans le commerce depuis au moins la fin des années 90. Ça vient d'Amérique du Nord. Ça s'appelle un Big Mouth Billy Bass, une espèce de trophée de pêche. Si on fait un sondage, il y a à peu près la moitié des gens qui connaissent. Personnellement, ça m'avait un peu frappé comme objet. C'est kitsch, j'aurais presque jusqu'à dire traumatisé. Et quand à un moment, j'ai voulu représenter le désespoir, et que je trouvais qu'en fait l'image du poisson qui se débat dans une flaque allait bien avec ce sentiment, et voilà, j'ai voulu représenter l'artiste désespéré, et donc j'ai prêté mon image pour la cause. J'ai voulu utiliser cet objet et le gainer de cuir, et bon, évidemment lui mettre des cheveux en hommage à Vassilis, pour que ce soit très ressemblant. Là, ce qu'on voit, c'est exactement le moment où tu commences à travailler sur cet objet réel, en fait. Là, je commence à le gainer. Vous pouvez voir la nageoire, elle n'est pas de la même facture, parce qu'en fait, j'ai rajouté du cuir de vache, qui est normalement utilisé pour faire la triplure des sacs, c'est-à-dire ce qui aide à rigidifier, à faire la tenue, en fait, du sac. Donc, c'est un cuir qui peut être très épais. Donc, moi, j'ai fait refendre dans son épaisseur. Mais voilà, ça permet une bonne tenue, et j'ai pu rajouter, parce que je voulais que c'est un Big Mouth Billy Bass à l'origine, mais je voulais une carpe, parce que je trouvais que c'était assez communément insignifiant, la carpe. Voilà, je trouvais que c'était bien pour un autre portrait désespéré. Donc les carpes, elles ont une nageoire dorsale très particulière, très caractéristique, qu'il a fallu que je reproduise. Et aussi, comme c'était un objet américain, il n'avait pas de nageoire pelvienne parce qu'ils sont trop pudiques. Donc j'ai dû l'ajouter. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. C'est moi qui ai décidé d'expliquer ça comme ça. Mais il n'y avait vraiment pas de nageoire pelvienne. Et donc il a deux options, ce poisson, quand on passe devant. Soit il chante Don't Worry Be Happy, non? Soit I Will Survive. Ou I Will Survive, ce qui est aussi évidemment un sens
très clair par rapport au propos de la pièce. Donc cette installation, on l'aperçoit ici, moi je l'aperçois, mais je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, on voit les fanions qui se dégagent, comme ça il y a la boule à facettes que vous voyez peut-être, et puis il y a le Big Mouse Billy Bass qui se cache par terre. Alors peut-être techniquement, la marqueterie, c'est évidemment un élément que tu as beaucoup employé. Il y a plein de détails que je n'imaginais pas pour la marqueterie de cuir. Peut-être tu peux nous donner quelques éléments techniques. Qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce que ça implique de fabriquer une marqueterie avec du cuir, peut-être sur les difficultés que tu as rencontrées? Alors la marqueterie, en fait, c'est un assemblage. Donc il faut imbriquer les éléments. Donc il faut, en général, on le fait plutôt avec un emporte-pièce. Comme ça, on retire la même chose, la même quantité que ce qu'on ajoute, et il faut, comme un puzzle, bien imbriquer et coller les bords, et ensuite, comme le cuir est une matière molle, il faut venir presser la matière l'une contre l'autre pour créer un peu une sorte de fusion. Voilà. Et donc, moi j'ai utilisé beaucoup de cuirs différents, et chacun réagissait assez différemment. Il y avait des assemblages qui marchaient. On le voit sur ce détail de la boule à facettes là. Voilà. Voilà. Et donc, il faut que les cuirs aient la même épaisseur. Et donc, voilà. Et c'est mieux de les coller sur une doublure après coup pour solidifier la pièce. Mais bon, pour le paquet de chips, qui est aussi réalisé en marqueterie, là, c'était un peu plus compliqué à assembler parce que j'ai fait à main levée le dessin. Et c'est vrai aussi pour certaines des petites facettes de la boule à facettes d'ailleurs, mais quand c'est fait à main levée, c'est plus compliqué parce qu'il faut refaire exactement 2 fois le même dessin, ce qui est pas évident. Donc voilà, mais le cuir il y avait une sorte de cuir de veau qui s'appelle le Swift, qui est particulièrement tendre et qui permettait d'être un petit peu moins précis que d'autres, mais enfin il fallait quand même être très précis. Merci. Non, attends, ça avance tout seul, c'est pas moi qui appuie. Le nombre de facettes de cette boule à facettes? Il y en a à peu près 2300 par boule, parce qu'on fait tout en double. Oui, alors ça je le reprécise pour ceux qui ne seraient pas été là au début. Toutes les œuvres que vous voyez dans l'exposition et qui sont présentées, elles sont réalisées donc en double. Ça veut dire que les artistes ont dû penser un système qui fonctionne, puisqu'il ne s'agissait pas de faire une pièce qui marche et puis pas l'autre. Donc les œuvres il y en a une qui appartient à la fondation, l'autre à l'artiste. Donc la boule à facettes, quand Bérengère se lance dans cette boule à facettes, elle prend la conscience du nombre de facettes qu'il va falloir réaliser, mais surtout il faut le faire 2 fois. Enfin, en tout cas, il faut le faire en même temps. J'imagine que c'est comme ça que tu l'as fait, bien sûr. Donc avec un emporte-pièce ou avec plusieurs emporte-pièces, parce qu'en réalité, quand on se rapproche des pôles, les facettes sont pas tout à fait de la même taille. Non, elles rétrécissent légèrement. Toutes les facettes font exactement la même taille. Il me semblait qu'on était et en fait, même les facettes elles-mêmes, et même celles qui ont servi, qui ont été marquetées, elles ont été coupées par une très grosse machine qui coupe les pièces normalement, mais on m'avait fait un programme spécial, ça s'appelait Facettes Bérengère. Donc je venais tous les jours et je passais au moins 2-3 heures, enfin, parfois plus, à couper des petites facettes. Et c'était une machine qui n'a pas l'habitude de couper autant de petites pièces. Donc au bout de 100 à peu près, elle devenait folle, elle arrêtait. Il fallait que je relance tout le programme. Donc la première fois, j'avais recouvert toute ma peau de petits carrés. Je m'étais amusée, j'avais fait des dessins. Enfin bon. Et puis finalement, ça prenait un temps fou parce qu'il faut, avec la souris, venir prendre. C'est génial, il y a un laser, on met les facettes les unes par rapport aux autres. Et puis au milieu du programme, elle a bugué, donc il a fallu que je recommence tout. Donc après, j'avais compris, au bout d'un moment, voilà, il fallait que ce soit bien à plat. Enfin bon, c'est tout un langage comme ça. J'ai appris à communiquer comme ça avec cette énorme machine qui a prédécoupé toutes les facettes. Et après, effectivement, j'ai fait toute une palette de couleurs et j'ai proposé à toute la manufacture de venir m'aider à faire les petits tableaux qui sont les facettes marketées, en fait. Voilà. Il fallait en faire, je voulais qu'il y en ait à peu près 20%. Donc, on en a fait 1000. Et donc, j'ai demandé à tous ceux qui voulaient
de venir marketer une petite facette pour intégrer les boules et l'œuvre. Voilà. Donc quand vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, la boule à facettes dans l'exposition, regarderez attentivement parce que ça ne saute pas forcément aux yeux que c'est marketé, mais chacun dès qu'il y a 2 couleurs sur un carré de cuir, ça veut dire que ça a été marketé. Donc vous imaginez le niveau de précision, ça se fait avec un petit scalpel, j'imagine. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle en l'occurrence ce scalpel, ça doit avoir un autre nom, mais en gros ouais, une lame très très coupante parce que le cuir ça a besoin d'être très coupé et puis pas mal d'emporte-pièces. C'est pour ça qu'il y a des formes qui reviennent assez souvent. Enfin bon, voilà, souvent des cercles ou alors des carrés, des choses. Il y a des formes qui reviennent. Et ces formes, ce qu'on voit dans cette boule à facettes, ce sont des hommages pour beaucoup à l'histoire de l'art, à des peintres ou à des artistes que tu as souhaité comme ça convoquer dans cette boule à facettes. Oui, j'en ai profité. Comme je trouvais que c'était vraiment des petits tableaux, j'ai trouvé qu'il fallait faire un hommage effectivement à l'abstraction géométrique. Donc il y a quelques références. Là, il y a un Donald Judd qu'on voit bien, le gros carré là avec les bords bruns et le centre jaune. Voilà, c'est des interprétations libres hein, parce que c'était des carrés, c'était pas forcément des formats carrés qui étaient représentés. Et puis c'était pas toujours évident en cuir, par exemple. Il y a un Rothko, mais voilà, c'est pas exactement ça, quoi. Vous tous les deux, bien que vous ayez produit des œuvres toutes radicalement différentes, puisque l'œuvre de Vassilis, elle est quasiment monochrome, et je vous invite, quand vous allez la découvrir là dans l'exposition, à aller la voir de près, parce qu'à quelques mètres, on perçoit une vibration, on a l'impression que c'est un gris, un peu étrange d'ailleurs. Souvent, les publics comme ça se demandent de quoi c'est fait, et puis c'est seulement quand on s'approche qu'on comprend que tu as fait cheveu par cheveu, en réalité. Ça a été... ce qui est étonnant, c'est que tous les deux, dans une relation à la peinture, parce qu'on peut dire que là aussi, en citant ces peintres, etc., il y a une relation à la picturalité, vous avez été dans des gestes extrêmement précis, extrêmement lents, puisque moi, on m'a demandé, Vassilis, plusieurs fois, mais alors il a peint chaque cheveu un par un, et je crois que oui, en fait. Je me souviens qu'effectivement, et donc l'atelier, quand Vassilis était en résidence, les artisans voyaient Vassilis faire un cheveu, un par un, sur ce cuir, et vous le verrez en détail quand vous vous approcherez de l'œuvre. On voit vraiment chaque trait, bien que les nuances soient très proches, on voit chacun de ces traits comme si tu avais vraiment pris les cheveux les uns après les autres, quoi. En réalité, c'est poil par poil, en fait, c'est le poil du pinceau. Oui. C'est des pinceaux très spécifiques et avec une peinture dans un état de liquidité aussi très très spécifique avec lequel on arrive à faire ces gestes-là, sauf que il suffit pas de les faire une fois parce que je partais d'une surface blanche, donc en fait il faut passer plusieurs couches de ça pour arriver à une densité au niveau de la couleur qui est, on va dire, ce que je voulais avoir par rapport aussi au cuir. Donc il avait toujours cette question d'un côté du geste pictural et de la représentation, et de l'autre de deux surfaces, la surface peinte et le cuir. Et du coup, on a dû, par exemple, pour le vernis, on a développé un vernis spécifique qui était... Moi, j'étais parti des différents vernis à la cire qu'on utilise en peinture, et finalement, on a fait un mélange entre ces vernis-là et une baume à la cire qu'on utilise en maroquinerie. Donc on a fait vraiment une sorte de entre-deux pour arriver à une texture qui rapproche la peinture à la texture du cuir qu'on voit en même temps. C'est très clair. On est arrivé à peu près au terme de notre échange entre nous. On a quelques minutes pour des questions, si vous avez des questions sur la maroquinerie. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués techniques parce qu'en réalité... c'est pas toujours évident de les aborder, mais il y a énormément de choses dont on ne parle pas. Par exemple, quand Bérengère dit on a refendu le cuir, en fait, il faut imaginer, pour ceux qui ne savent pas, que le cuir, on peut le refondre dans son épaisseur. C'est ça qui va permettre notamment de faire des jonctions et de venir coller une pièce de cuir sur une autre et qu'on ne voit pas le raccord entre les deux. Donc, il y a plein de termes techniques, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne au début à la lecture des peaux, comment est-ce qu'on place les emporte-pièces sur les peaux, mais peut-être que ça pourrait être l'objet des questions. J'ai vu quelqu'un qui levait la main. Non, vous levez la main ou vous... Alors, on va vous donner un micro parce qu'il faut que ça soit capté, sinon on ne sait pas à quoi on répond.
Du coup, est-ce que c'est bien ça, de fendre le cuir dans son épaisseur, c'est marketer? C'est ça le terme? Non. Non. Qu'est-ce que c'est marketer alors? Marketer, c'est... Alors ici, on est dans une boîte de marketing, mais ça n'a rien à voir. Marketing, Oui. c'est encore différent. C'est la marqueterie. Voilà. La marqueterie, c'est comme on peut la faire en bois, on peut la faire en minéral, on peut la faire de façon différente. C'est un assemblage. Mais au lieu de venir coller des choses sur un support, on colle les éléments entre eux. Donc ils sont collés vraiment par la tranche. Et en plus, après, ils peuvent être mis sur un support, souvent c'est le cas. Mais c'est vraiment le fait que ça s'imbrique parfaitement. Ça redevient une sorte, c'est lisse. Comme un puzzle. Vraiment, c'est l'idée du puzzle. C'est la pièce qui est découpée et une autre pièce va venir prendre exactement cette forme et la surface est plane. Il n'y a pas au toucher, on ne sent pas de différence. C'est un puzzle sans le bord arrondi. Voilà, sans le bord arrondi. C'est ce qu'on va voir sur une mosaïque au sol, sur du marbre, des meubles en bois, etc. D'accord. Et c'est le cas de cette œuvre là-bas, du coup. C'est le cas de toute la pièce de Bérengère, n'est faite que de marqueterie. Et donc, mais les facettes, c'est pas vraiment de la marqueterie. Oui, les facettes, elles sont pas marquetées entre elles, mais il y a certaines facettes où il y a de la marqueterie. J'essaye de retrouver, parce que c'est pas évident. Et le paquet de chips, il est marqueté. Il y a les petits confettis qui sont marquetés, dès qu'il y a plusieurs couleurs. Les serpentins aussi, ils sont marquetés, parce que les serpentins, souvent, ils sont vendus en rouleau de plusieurs serpentins. Et bon, c'est du papier de mauvaise qualité. Tout est fait assez rapidement, je pense, et c'est découpé. Et après, on les enlève. Et souvent, en fait, ça a été découpé un petit peu. Il y a un petit bout de la couleur d'à côté qui vient. Donc voilà, moi, c'est ça que je trouvais joli. Donc j'ai marqueté aussi les serpentins. Enfin, au bout d'un moment, il y a une petite névrose de la marqueterie, quoi. Et on la voit bien, ta névrose, là, je trouve, sur la trace peut-être du verre de vin, en fait. Parce que là, il faut imaginer que ce n'est pas une teinture sur le cuir, c'est marqueté. C'est-à-dire que là, cette auréole, enfin, comment on dit, cette trace quoi, du pied du verre, elle est marquetée. C'est-à-dire qu'elle est comme une pièce de puzzle découpée, et c'est un cuir d'une autre couleur qui vient faire cette ce cercle. Ce cercle irrégulier. C'est un détail que je trouve super subtil et extrêmement beau dans ton œuvre, en fait. C'est vraiment, on comprend toute la folie de cette pièce avec ce détail de la tache du verre de vin, quoi, qui est présenté là à quelques mètres. Est-ce qu'il y a une autre question sur ou un détail, ou un terme technique, ou un procédé, un savoir-faire, ce que vous souhaitez et qu'on pourrait, tout ce qu'on peut évoquer, en tout cas autour du cuir, on peut y répondre. Moi, je souhaitais qu'on revienne juste en un mot sur ce qu'on n'imagine peut-être pas, c'est qu'en fait, il y a une artiste qui avait exploré ça de manière extrêmement précise, qui a même fait un schéma de tout le chemin que faisait une peau dans une maroquinerie. J'imagine pour vous, quand on arrive pour la première fois dans une maroquinerie, c'est peut-être quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est qu'en fait, les peaux arrivent, et puis en fait, ces peaux, on va les lire, on va les regarder de manière à exploiter au maximum toutes les bonnes parties de cette peau pour arriver à un produit final, que ce soit un sac, un portefeuille, un élément de maroquinerie. Et effectivement, on va essayer de lire cette peau pour qui n'est jamais pareille, qui est tout le temps différente, en fait, le grain de cette peau comme notre peau à nous. Et donc, on va essayer de faire en sorte que les éléments finaux de la pièce, du portefeuille, du sac, qui vont être à côté les uns des autres, soient exactement du même grain. Donc, on va découper à l'emporte-pièce toutes les pièces qui vont composer ce sac ou cette pièce, de manière à ce que les grains de la peau, à l'assemblage final, soient les uns à côté des autres, pour que jamais on ne voit des raccords, en fait. Et il faut imaginer donc qu'il y a une pensée de la peau dès qu'elle arrive, et de ses défauts, de ce qu'on ne va pas utiliser, de ce qu'on va utiliser, en fonction de sa granulosité, de sa texture, de son apparence. Et on va constamment avoir présent à l'esprit la personne qui fait ces emporte-pièces, c'est exactement à quel endroit va se retrouver tel morceau et à côté de quelle autre pièce. Et donc il y a une vision en 3D d'un élément qui est plat, en fait, dès l'arrivée de la peau, enfin dès le travail de la peau à la découpe, quoi, en fait. Et ça, c'est des choses que les artistes découvrent au fur et à mesure. Ils vont comprendre comme ça le cheminement de tous ces ateliers. Il y a aussi une chose importante en maroquinerie que je précise à chaque fois, que vous avez forcément vu, c'est que tout est travaillé à l'envers. Un sac à main, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, et il n'est pas cousu à l'endroit. Donc un sac à main, il est fait à l'envers en permanence. Donc en fait, les couturières voient constamment un objet qui est retroussé. On voit ses entrailles d'une certaine manière, et ce qu'on ne verra pas à la fin, en fait. Et j'imagine que vous avez assisté à ça, le retournement, qui est une étape étonnante, qui demande souvent d'être à deux, parce qu'il y a une rigidité du cuir, et on retourne le sac dans les dernières étapes, on lui
comme un gant de toilette, quoi. Et ça demande une vraie force physique. C'est un moment toujours assez étonnant. Et il y a une artiste dans l'exposition qui a travaillé vraiment sur cette dimension intérieure-extérieure, ce qu'on ne voit pas et qui là est montré. Pas de questions? Pas d'autres questions sur le cuir? C'est la fin de cette troisième table ronde. Eh bien, merci beaucoup. Merci Vassilis, merci Bérangère. Merci.